ont été remarquables par la passion qui les a animés, nous parlent d'aujourd'hui. Moi, j'ai essayé hier ou avant-hier d'ailleurs de le faire, j'ai essayé de comprendre d'où vient aujourd'hui. Peu m'importe la situation actuelle si je n'ai pas compris d'où elle venait, quelles sont ses racines, quels sont les fils qui ont conduit, et surtout, est-ce que cette situation mène à l'espèce d'holocauste sanglant qui a été évoqué par Raouf, à l'absence totale d'intelligence qui est sous-entendue dans le discours de Fatah, ou bien si au contraire elle mène à une nouvelle ouverture, à une nouvelle aventure humaine. Donc je ne commencerai pas par la fin, mais je commencerai par le début. Le début de cette histoire du livre, c'est évidemment l'écroulement du mur de Berlin. À un moment donné, il y avait dans le monde une série de gens qui se déterminaient par rapport à un phénomène majeur de l'histoire de l'humanité, la division de cette humanité en deux blocs et les oppositions qu'il pouvait y avoir entre ces deux blocs. Cette division était partout. Elle structurait la pensée des uns et des autres, leurs actions, leurs réflexions et tout. Et puis brusquement, il n'y a plus de monde. Il n'y en a plus qu'un seul. Alors moi, qui avait été longtemps du côté de ceux qui soutenaient sinon le monde, le deuxième monde tel qu'il était, du moins les principes qui étaient derrière la volonté de créer ce monde, je me suis dit, mais le monde nous est tombé sur la tête, il y a un tremblement de terre, il y a un tsunami, à l'époque on ne connaissait pas le mot, il y a un tsunami qui arrive, et puis là, rien, personne ne dit un mot. Les gens parlaient beaucoup. Ils ont pris beaucoup de photos, ils ont décrit, on a joué de la musique un peu partout, en particulier à Berlin, mais personne ne s'est demandé, enfin, n'a exposé les idées qu'il pouvait avoir sur les raisons de ce qui se passait, sur la signification de ce qui se passait, et sur ce que cela a entraîné pour l'humanité. Bon, j'avoue qu'encore aujourd'hui, je suis stupéfait par cette espèce d'autisme des intellectuels de tous bords devant le phénomène majeur de la fin du XXe siècle. Il faut croire que la pensée des uns comme des autres était liée à leur situation, puisque la situation dans laquelle ils se sont trouvés ayant changé brusquement, ils n'ont pas trouvé de pensée pour y faire face. Alors moi, c'est ce que je me suis employé à faire. Je me suis employé à le faire avec les instruments d'analyse dont j'ai disposé à l'époque, dont je dispose encore maintenant, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était les seuls possibles, s'il n'y avait pas moyen d'analyse plus riche, plus humaine, plus poétique. Et j'ai commencé par me demander d'abord ce qu'était ce monde qui s'est écroulé. Est-ce qu'il était ce qu'il disait, le socialisme, etc. Est-ce qu'il était quelque chose d'autre et quoi? Donc, j'ai toute une partie de ce livre qui analyse ce que j'appelle l'idéologie du développement, c'est-à-dire les pays qui veulent sortir du développement et qui ont pour ça une série de modèles. Je dis idéologiques parce que ce sont des ensembles de pensées morales, politiques,
même parfois religieuses, qui ne sont pas articulées à partir de la réalité, mais à partir d'une réalité pensée avant. C'est-à-dire que l'idéologie précède sa vérification dans la réalité au lieu d'être une conséquence de l'analyse de cette réalité. Idéologie du développement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment faire pour justifier que l'on fait ce que l'on fait. Eh bien, nous avons entendu ça beaucoup en Tunisie, mais on a dû l'entendre bien plus ailleurs. Il s'agit de sortir le pays de la misère, de l'arriération, donc, ce développement est un terme très récent. Bon, du sous-développement, disons. Donc, ce qu'on décide, qui correspond à ce qu'on va faire, c'est l'idéologie du développement. Alors, en Union soviétique et dans les pays de l'Est, l'idéologie du développement, c'était la version qu'il y avait à l'époque du communisme. Le communisme a pour but de sortir le pays de la misère, de rattraper, sinon dépasser les États-Unis, etc., etc. Et dans nos pays, l'idéologie du développement, c'était ce que faisaient nos gouvernants, c'est-à-dire organiser un effort national, donc l'unité nationale, et donc une unité dans laquelle il ne devait pas y avoir de contestation politique ou autre, parce que l'effort du développement était le plus essentiel. Je ne sais pas si beaucoup de vous se souviennent des paroles d'Edith là, qui disait la démocratie économique, je serais presque sick, la démocratie économique doit précéder la démocratie politique. Il voulait tout simplement dire fermez vos gueules et laissez-moi travailler. Bon, mais il était bien élevé. Donc en gros, il y avait des justifications idéologiques à une prise de pouvoir qui, en fin de compte, empêchait toute prise de parole autre que celle du sommet de l'État. L'idéologie du développement n'est rien d'autre que la manière dont on justifie un État totalitaire, disons, un État de non-démocratie, un État où les gens n'ont pas le droit à la parole. Ce qui fait que ceux qu'on a appelés dissidents, dans les pays de l'Est, ont eu l'air de grands révolutionnaires, puisqu'ils mettaient en cause l'idéologie du développement. En fait, ils ne mettaient pas en cause l'idéologie du développement, mais simplement la manière dont elle était appliquée. Et précisément, ils n'ont pas été les moteurs de la révolution, disons, de l'évolution de ces pays-là qui ont conduit à la chute du mur de Berlin, mais qui avait conduit, on l'oublie trop souvent, au coup d'État de novembre 87. Tous ces événements sont quoi? Ils sont le résultat d'une incapacité fondamentale à continuer à assurer le développement, on disait en termes marxistes, des forces productives. C'est-à-dire que les régimes en question sont arrivés au bout de leurs possibilités pour résister. À partir de ce moment-là, ils ne pouvaient plus que régresser non pas économiquement, mais que régresser socialement. C'est-à-dire que le partage des richesses qui pouvaient être produites ne pouvait plus se faire de manière à, disons, à faire croire à une certaine égalité, à faire croire à une certaine justice. Alors il fallait que le système s'arrête. Les indicateurs étaient plus politiques qu'économiques, mais il n'empêche que c'est cet essoufflement du système qui a conduit à tous ces mouvements. Alors, ça c'est très bien, mais comment ça s'est passé concrètement? Alors, la chose commune à tous ces États, c'est le parti unique. Le parti unique qui tantôt est un parti unique institutionnel,
tellement unique en Union soviétique que le secrétaire général du parti n'avait aucun rôle dans l'État, mais présidait tout. Un petit peu comme le guide suprême, Khomeini, ou le futur guide éventuel, Ranouchi. J'ai dit Ranouchi, j'ai dit Khomeini. Donc, ces partis sont les mêmes. Donc, le parti unique, quelle que soit son idéologie, fonctionne de la même manière. On a vu récemment, très récemment, les tentatives venues de la base, apparemment venues de la base, de certains membres de, je n'arrive pas à dire parti, du mouvement Dada, de vouloir transformer, de vouloir remplacer pas un peu partout les responsables par des gens de chez eux. Tiens, ça ne ressemble pas à quelque chose qui s'est déjà passé. Mais alors, tout ce qu'on a entendu sur leur idéologie, sur leur programme, sur leur morale, mais tout ça c'est du bidon. Ce qu'ils veulent tout simplement, c'est être calife à la place du calife. C'est exactement le mot. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce parti unique en termes d'articulation entre l'État et l'économie, la société? Eh bien, le parti unique, c'est l'État de parti unique. C'est pas l'État où un parti unique domine le pouvoir, c'est l'État où une partie de cet État est constituée par le parti unique qui est en même temps qu'une partie de l'État, propriétaire, gestionnaire des moyens de production, des richesses et des rapports décideur en matière de rapports de production. Je dis, et je crois que ceci est très important par rapport à ce qui a pu se passer en Tunisie en janvier de l'année dernière, je dis le système dans lequel il y a un État-parti n'est pas le système ordinaire capitaliste, disons, capitaliste dominé, etc. Non. C'est un système particulier dans lequel les moyens de production sont entre les mains d'un ensemble de personnes qui ont un pouvoir collectivement par leur appartenance au parti et à l'État. Et donc, supposons que l'on mette ce système par terre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une révolution. On a beau dire c'est une insurrection, c'est ceci, c'est cela, on parle de transition démocratique. Non, non, il s'agit d'une révolution. C'est un système social global total, comme disait Gurevitch, c'est un système complet qu'on démolit. On ne s'en est pas rendu compte parce qu'il n'est pas démoli. Il est encore sur place. D'ailleurs, ce qui se passe en ce moment montre bien qu'il n'est pas complètement démoli, que beaucoup de gens espèrent le reconstruire, soit comme il était, soit un peu différemment. Mais c'est le même, c'est un système économique. Et la révolution n'a pas seulement chassé Ben Ali du pouvoir, n'a pas seulement chassé les Dessouriens de leurs locaux, les RCDistes, ne leur a pas interdit de continuer leurs activités politiques outrancières, non. Elle a créé une situation où l'état de parti unique est devenu impossible. C'est pour ça que je ne partage pas du tout le pessimisme de Raouf. Pour moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent invoquer tous les dieux qu'ils veulent. Ils n'ont aucune chance de s'installer de façon durable. D'ailleurs, on voit tous les jours qu'ils n'en ont ni les capacités, ni même peut-être la volonté. Parce que pour prendre le pouvoir, il faut vraiment le vouloir. Et pour vouloir prendre le pouvoir, il faut s'y mettre. Il faut d'abord être capable.